Bon, qu'est-ce qu'on fait en intro là? J'ai pas d'idée. Moi non plus. On avait essayé d'être un peu drôle et d'être un peu créatif sur les autres, mais là, j'ai aucune idée pour ce film. Ah bah, on va dire que... Ça y est, c'est fait, on a l'intro. On commence là? Ouais, allez, c'est bien. Eh ben, vous avez écouté l'intro. Maintenant, générique. Nani? 俺は今日大変な一日でな。すこぶる機嫌が悪いんだ。Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est The Murderer de Na Hong-jin. Et petite nouveauté, on va mettre un petit extrait sonore, une petite bande-annonce, pour vous montrer un peu le ton du film. Et on revient tout de suite après pour présenter tout ça. 죽기 전에 이 일을 누구 시켰는지 어째 시켰는지 내 알아야 되겠어. Donc voilà, The Murderer, toujours de Na Hong-jin après The Chaser, le deuxième film de la trilogie des œufs. Alors on est sur un thriller drame de 2h30 à peu près, sorti en 2010. Et puis on va essayer de vous pitcher tout ça. Tu nous fais ça, Céline? C'est ça. Bonjour à tous et à toutes. Donc 2 ans après The Chaser, Na Hong-jin revient avec The Murderer. Et c'est l'histoire de Gun-nam, un homme qui vit à Yongji. C'est une ville chinoise qui est dans une province en Chine, un peu écrasée entre la Corée du Nord, la Chine et la Russie. Et il y a une grande population donc coréenne qui vit là-bas. On sent que l'environnement est particulièrement pauvre et Gun-nam a beaucoup de dettes suite au paiement du visa pour sa femme qui est partie en Corée pour justement essayer de trouver du travail et gagner de l'argent. Et donc, pour pouvoir payer ses dettes, on lui propose de partir en Corée et de tuer quelqu'un. C'est ça. Et s'ensuit un long voyage pour y aller, pour faire ce qu'il a à faire et essayer de sortir de tout ça. Voilà, et donc, si vous avez vu The Chaser, ça vous donne peut-être une idée de la tournure du film. Et de l'ambiance générale. D'ambiance générale, même si là, on est vraiment sur un autre schéma, on va dire. Ouais, complètement. On avait plus ou moins parlé dans le présent épisode que The Murderer, c'était le film qui était légèrement en dessous de Chaser. Là, on va vous donner notre avis. Ton avis après un deuxième visionnage au bout de 13 ans? Ouais, à peu près. Même, peut-être 10 un ans, petit peu moins, on va dire 10 ans, une dizaine d'années, parce que je sais pas si on l'a vu plus à la sortie. Ouais. Alors, je suis d'accord que je le trouve toujours un peu en dessous de Chaser. Ça reste un très bon film et il y a une très bonne histoire. Le film est quand même très bien ficelé. Pour commencer avec les points positifs, c'est un film qui est assez haletant. C'est-à-dire qu'il y a une timeline qui est assez courte aussi. On retrouve par rapport à The Chaser la partie... où il y a un peu une course contre la montre, il y a un compte à rebours et donc il y a une rapidité dans l'histoire qui est assez pesante, on va dire. Il y a aussi toujours des bonnes petites courses-poursuites à pied, on sent qu'il sait bien faire ça, donc on a bien retrouvé, on retrouve des courses-poursuites aussi en voiture et même à la nage. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est déjà la dualité entre la partie chinoise et coréenne, où il y a déjà donc les deux langues qui sont parlées dans le film. Il y a aussi le statut en fait que va avoir Gun-nam. Donc, je vais essayer de pas trop écorcher, mais c'est Jo Seon-jok. Et donc en fait, c'est les Coréens qui vivent donc à Yongji, donc qui sont pas les immigrés qui sont partis dans les années 50, il me semble, qui sont partis en Chine et donc qui sont pas considérés comme chinois, mais qui sont
pas non plus considérés comme des Coréens. C'est ça. Et donc moi, ce que j'ai noté dans le film, c'était, en fait, il est à sa place nulle part, en fait. C'est ça. Et donc on retrouve du racisme, en fait, entre les Coréens qui viennent de Chine, les Coréens qui viennent de Corée et les Chinois. Et puis ça montre aussi après l'extrême pauvreté dans laquelle il vit. Dans les points négatifs, on va dire, je l'ai trouvé un petit peu plus étiré que The Chaser. Ouais. Je trouve qu'il aurait pu être un petit peu raccourci, pas forcément de beaucoup, mais et sur certaines justement scènes d'action, je les ai trouvées un peu moins lisibles et donc voilà, c'est vraiment pour chipoter, on va dire, mais où moi ça m'a un peu plus sorti en fait de l'histoire à ce moment-là. Mais voilà, l'histoire est très bien. Les deux acteurs, donc qui sont les mêmes que The Chaser, sont tout aussi bons. On a un petit retournement de situation, c'est-à-dire que l'antagoniste de The Chaser est devenu le protagoniste de The Murderer, et vice-versa. Voilà. Dans l'ensemble, vraiment un très bon film que j'ai apprécié revoir, que je pense que je réapprécierai regarder dans quelques années. Donc voilà. Je te laisse te donner ton avis aussi, parce que sinon je vais monopoliser la parole. Alors, spoiler alerte. Je pense que ça va être le premier épisode où on va pas être d'accord. Alors, je vais commencer par les points forts, parce qu'il y en a pas beaucoup en fait. Ah ouais? Ouais. Alors, les points forts, je vais dire que la fin. J'ai beaucoup aimé la fin. Ouais. Pareil. J'ai beaucoup aimé, comme tu disais, la dualité entre la Corée et la Chine. Ouais. Sur le côté où justement on sent que je vais essayer de bien le dire, les Jo Seon-jok, on ressent qu'ils sont à leur place nulle part. Ça c'est très intéressant, mais pas assez poussé à mon goût. Ouais. J'aurais presque voulu un film sur ça, où justement il y a une vraie dualité jusqu'au bout. Après, je cherche d'autres points positifs. Honnêtement, j'en ai pas d'autres. Ah ouais? Ouais. À ce point-là? Ouais, j'en ai pas d'autres. C'est la première fois que je prends des notes devant un film. C'est que des points, je sais pas si je pourrais dire négatifs, mais c'est des points que j'ai relevés qui me gênent un peu par rapport à... Enfin, c'est pareil, c'est compliqué de comparer deux films. C'est pas très constructif nécessairement, mais là, pour le coup, on avait parlé de The Chaser en disant que c'était son premier film et qu'il avait fait une masterclass. Ouais. Et moi, si je savais pas que, par exemple, si The Murderer c'était son deuxième film, moi j'aurais dit que c'était son premier. Parce que je sais ce que tu veux dire. Parce que justement, tout ce qu'il a réussi à faire dans The Chaser, toute la maîtrise qu'il a eue dans sa narration, dans sa direction d'acteur, dans la totalité du film, dans The Murderer, je trouve que soit il s'est pris un coup sur la tête, il est devenu amnésique et il a tout oublié, ou alors... Je sais pas, tu vois, mais moi j'avais l'impression que The Murderer c'était son premier film. Il y a beaucoup de défauts sur beaucoup de choses. Je vais commencer par alors déjà le côté chapitrage. Ouais. Le côté chapitrage, ça c'est année 2010. Je pense qu'il devait avoir une mode à cette époque-là, lancée par Tarantino, tout ça. Donc il y a eu un truc où tout le monde a voulu faire son film chapitré. Ça, je suis pas forcément fan. Moi, ça m'a pas dérangé, mais en même temps, ça apporte rien de particulier, en fait. Ça apporte rien, oui et non. Moi, je trouve que justement, ça apporte une certaine lenteur dans le récit. Parce que on sent que chaque partie, il faut qu'il y ait un sujet ou un thème. Par exemple, la première partie, l'introduction justement du personnage, de son entourage, de sa vie, de tout ce qui se passe autour de lui. Pour le coup, je la trouve complètement inutile. Hyper longue. Ouais. Hyper cutée. Alors, c'est pas que cette partie-là. Moi, je trouve que dans l'ensemble, le montage du film est trop rapide. Ouais, ça, je suis d'accord. Beaucoup trop rapide. Et c'est justement où visuellement, ça te coupe, en fait. Exactement. C'est ça qui m'a sorti du... Et il suffit que tu regardes le film un peu fatigué, comme nous, on l'était. Moi, j'étais un peu fatigué pour le film. Mais ça pique les yeux, en fait. Des images qui clignotent tout le temps. Moi, ça m'a énormément gêné. Surtout que là, on n'a plus de place à la contemplation. Même pour imaginer un peu la chose, pour un plongeon qui est censé durer dans une chute 2-3 secondes, ben on a 3 plans. Ouais. Pour le coup, je l'ai pas noté, je l'ai remarqué, entre guillemets, du moins ça m'a pas gêné, cette scène-là.
Moi, ça m'a beaucoup plus gêné dans certaines scènes d'action où je trouvais que c'était vraiment trop. Comment dire? Ouais, ça bougeait trop en fait. Et donc après, tu lis plus rien. Ouais, c'est ça en fait. Il y a une lisibilité dans le film qui est c'est paradoxal parce que il y a énormément de choses, je veux dire, c'est paradoxal. Par exemple, le fait que le montage est super rapide, mais par contre le film est long à se mettre en route. Ouais, complètement. Mais c'est vrai. Hein. C'est bizarre dit comme ça, mais en fait, il y a des écarts de rythme entre certaines parties de l'histoire, et donc il y en a qui fonctionnent bien dans la lenteur. On va dire que la mise en place du personnage, elle est effectivement trop longue, mais le rythme en lui-même, c'est-à-dire qu'ils auraient pu raccourcir la durée, mais le rythme était plutôt bon, le fait d'avoir le moment où on apprend à le connaître et on voit justement un peu les différentes facettes qu'il va avoir. Le truc, effectivement, c'est qu'après, quand c'est très rapide, bah, c'est pareil, sur certaines scènes, ça fonctionne, mais sur beaucoup d'autres, ça fonctionne pas, en fait. Et mis bout à bout, ça fait un peu montagne russe et on perd le rythme général, quoi. Alors que dans The Chaser, moi, c'est con à dire, mais je vais comparer beaucoup les deux films. Dans The Chaser, on avait beaucoup de place à la contemplation. Il était capable de faire des plans assez longs avec une caméra statique. Là, c'est sur une scène, je sais pas moi, on va dire juste une voiture qui est garée avec un personnage dedans. Et ben on va avoir sur 10 secondes, on va avoir 10 plans. Ouais. Mais 10 plans avec des caméras dans tous les sens. Ouais, avec des angles de vue différents, et au final... on va avoir une plongée contre plongée, champ contre champ, c'est trop, c'est beaucoup trop. Pose ta caméra, je sais pas, il l'a très bien fait dans The Chaser, et dans ce film-là, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai l'impression qu'en fait, il a... Dans mon ressenti, le film fait déjà 2h30, c'est très long. C'est très long pour l'histoire qu'il raconte, c'est très long pour tout ce qu'il a mis en place. Et ça, on va y revenir après dans le déroulé du film. Mais dans The Chaser, je vais encore comparer, c'est emmerdant, mais ça m'emmerde moi-même, hein, parce que j'aime pas comparer les films entre eux. Mais dans The Chaser, il était capable de rentrer dans le vif du sujet dans les premières secondes. Ouais, complètement. Il était capable dans sa narration, il était capable de montrer par des plans ou des situations, ah bah tiens, déjà j'ai compris ce qui s'est passé avant. Avec ce plan-là, j'ai compris le ressenti du personnage. Avec ce plan-là, j'ai ressenti ce qui s'est passé dans cette situation-là. Et là, en fait, on rentre dans un schéma un peu plus classique où, en fait, on commence avec une intro. Le personnage, on le suit, son quotidien, il va jouer, il travaille, il va dormir, il se relève. Non. Il a très bien suggéré des choses dans son premier film, juste avec des mises en situation et juste des petits indices dissimulés à gauche et à droite. Cette première partie de ce premier chapitre, justement, il est beaucoup trop long et on sent qu'il est tiré en longueur pour dire bon, si c'est le premier chapitre, il faut qu'on présente bien les choses. Mais justement, moi je trouve que c'est beaucoup trop, et surtout qu'après on passe dans un deuxième chapitre où il quitte la Chine pour aller en Corée, et là c'est encore surcuté. On cut, voyage, bateau, on dort, on vomit, on jette par-dessus le bateau, hop, on est arrivé en Corée, on est arrivé, je sais plus dans quelle ville il arrive. Ulsan, merci. Et le plan d'après, paf, il est à Séoul. Non, ouais. Prends ton temps. Après, pour la partie, on va dire, présentation en Chine, je pense que ce qui peut être intéressant d'avoir comme... schéma un peu plus classique de présentation, c'est le fait que justement ils sont dans des environnements différents. Ce Chaser, tout se passe dans la même ville. Alors si je me trompe pas, ils sont à Séoul. Et pour le coup, c'est un tout petit quartier. Un quartier, c'est ça. C'est un quartier. C'est quelques rues. Il y a 2-3 lieux après en plus, mais majoritairement ça se passe au même endroit. Donc il n'y a pas de besoin de faire de mise en place, on va dire. Là, il y a le côté où tu pars sur différents pays, avec différentes cultures, Je pense qu'il a peut-être voulu se perdre un petit peu là. Il s'est peut-être un peu perdu en faisant. Géographiquement, c'est le bordel. Moi, j'ai eu du mal à me retrouver. Du moment que tu mets à chaque fois le nom de la ville, alors Ulsan, machin, Séoul, Busan, mais ils voyagent partout. Ouais.
on n'a pas l'impression qu'il change de décor plus ou moins. On va dire que c'est toujours plus ou moins le même filtre, le même côté un peu poisseux, un peu désordonné. Et s'il met pas, ça se passe à Busan, ça se passe à Séoul, ça se passe à Ulsan, merci, j'arrive pas à retenir celui-là. S'il met pas les noms là, pour moi ça se passe dans le même coin. Oui, ça je suis d'accord. La grosse différence que tu vois, c'est entre la partie de la province chinoise, donc Gyeonggi, et la Corée. C'est ça. Là, on voit la différence de... Parce qu'on sait qu'il prend le bateau aussi. Ouais, mais même visuellement, t'as la partie où... Oui, parce que c'est un peu plus rural, on va dire. Voilà, ça fait vraiment campagne. Ouais. T'as les rues qui sont plus ouvertes. T'as pas d'immeubles. C'est quand même plus... et puis t'as une beaucoup plus grosse pauvreté. Et après, par contre, ouais, c'est plus... je suis d'accord que, ne serait-ce qu'entre Ulsan et Busan, tu vois pas la différence. Ouais. Et le problème, c'est que les transitions entre chaque lieu, c'est beaucoup trop rapide et c'est une téléportation à la Goku. C'est genre, là, on est à Séoul, pouf, après, le plan d'après, on est à Busan. Et puis, ce qui a changé, c'est juste la clope au bec. Et surtout que ça se fait pas en 10 minutes, quoi, le trajet. Ouais, c'est ça, mais on n'a pas on n'a pas le transfert de lieu qui se passe où on n'a pas cette sensation de dire ah bah là ils ont voyagé ou là il y a une grande route de fête, un grand chemin fait, on ressent la fatigue, on ressent je sais pas moi quelque chose qui pèse sur le personnage. Non, rien. En fait, on a l'impression que c'est le même personnage qui est dans le même lieu et à l'instant d'après. Ouais. Le voyage, l'arrivée en Corée, pour le coup, après la scène du bateau, je trouvais qu'on ressentait quand même bien les conditions inhumaines dans lesquelles les passeurs font passer. Ah bah tu vois, moi je trouve justement que c'est pas assez... ouais. En fait, la scène a duré... Montre en main doit durer 1 minute, 1 minute 30. Oui, c'est vrai qu'elle est courte, ça je suis d'accord. Elle est très courte. Pour un long voyage où justement c'est censé être difficile, dans des conditions mais vraiment ignobles, on le ressent pas assez. Va jusqu'au bout ça, il a mis 20-25 minutes pour faire une introduction où on voit juste un personnage faire le taxi, faire sa vie, jouer son argent et avoir des flashbacks où il se rappelle quand il couche avec sa femme. D'ailleurs, ça sert à rien. Ouais, pourquoi montrer ça alors que tu veux suggérer quelque chose? Il l'a très bien fait encore une fois dans The Chaser. Il a suggéré des choses où on arrivait à comprendre le sentiment des personnages. Pourquoi t'as besoin de montrer ça? On sait que c'est quelqu'un qui est marié, on sait que c'est quelqu'un qui tient à sa femme, on sait qu'il est amoureux ou qu'il veut la retrouver. On n'a pas besoin d'avoir des flashbacks avec des scènes de cul mis à gauche à droite. Surtout que la plupart des scènes où il y a des meufs, c'est des scènes de cul. Hein, exactement. Et oui, ça on en reparle. Justement, je voulais en parler après, la place de la femme dans le film. Voilà quoi, c'est un peu ledge quoi. Mais bon, on en reviendra après. Et qu'est-ce que j'aurais... Ah oui, je voulais revenir sur un truc que tu as dit où justement tu dis que ça se passait sur un court laps de temps. Et je suis pas d'accord. C'est plus long que The Chaser, mais... Beaucoup plus long. Le compte à rebours que moi je parlais, c'était les 10 jours qu'il a pour assassiner quelqu'un. Justement, 10 jours. Là, on était sur... The Chaser, on était sur moins de 24 heures. Ouais. Et là, on est sur 10 jours, le moment où il doit remplir son contrat, sans compter le temps de voyage avant, et sans compter... la mise en scène du début. Déjà, on peut dire qu'il s'est passé au moins 5 jours. Plus les 10 jours, et plus tout ce qui se passe derrière. On est quasiment sur 1 mois de film. Ouais. Après, c'est vrai que moi, quand je parle de timeline longue, c'est forcément plusieurs années. Donc, si ça se passe sur même 1 mois, pour moi, c'est assez court. Mais oui, non, bah, alors ok, mais t'as bien stipulé que ça c'était comme c'était après ça comme The Chaser parce que c'était la time était la même. C'est vrai que la comparaison était pas forcément juste, mais l'idée c'était vraiment d'avoir ce côté où il y a le décompte du temps, quoi. C'est de montrer le temps qui passe, et ça je trouvais ça assez intéressant, même si effectivement c'est on va dire sur la première moitié, et une fois que la deadline est passée, il y a encore une moitié de film, quoi. Ouais, de toute façon après on va dire on va essayer de parler par rapport au chapitre. Bon, le premier chapitre hyper long sur la présentation, le côté bon bah oui tiens on va te donner ce contrat là, tu veux retrouver ta femme, tu veux retrouver tu peux faire une pierre deux coups, retourne à Séoul, je t'envoie à Séoul, tu commets un meurtre pour moi
et dans le meilleur des cas, tu pourras retrouver ta femme en même temps. Donc déjà, on est sur 2 enjeux. Ouais. Donc déjà, l'idée, je trouvais ça pas mal. Ouais, moi aussi. Donc après, on passe sur un deuxième chapitre où il arrive à Séoul. Et encore une fois, j'ai été frustré parce que la partie où justement il s'organise pour faire son meurtre de la meilleure des façons, je l'ai trouvé hyper intéressante, où il voyait cocher sa case sur le calendrier. Je me suis dit, premier jour, deuxième jour, et là, paf, ça cut, et on arrive au dernier jour. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, j'aurais voulu qu'il y ait plus de... C'est frustrant, parce qu'on voit sur les 2 premiers jours, on voit, alors là, moi, je suis là, il y a un Family Mart en bas, je peux aller me réchauffer là, donc là, les lumières, les lumières automatiques s'allument, ça met 5 secondes à s'éteindre, donc je peux faire ci, je peux faire ça. Premier jour, paf, deuxième jour, ah ouais, donc là, le chauffeur, il arrive là, il regarde à gauche, à droite, deuxième jour, et dernier jour, patron, tu peux me laisser 2 jours de plus, parce que là, demain, c'est le dernier jour, et je fais, attends, j'ai pas compris, là. Ils sont passés où, les 7 jours Et en fait, on a sauté 7 jours d'un coup, où il s'est rien passé. Ouais, alors que pour le coup, l'attente, c'était aussi un des éléments intéressants du personnage, quoi. D'amener une longueur dans l'attente, où justement, on voit qu'il... déjà, c'est pas un meurtrier. Ça reste juste quelqu'un... C'est juste un mec qui fait du taxi à la base. Et de se retrouver dans une situation où il doit tuer quelqu'un, où il doit s'organiser pour commettre le meilleur des meurtres, moi, j'aurais bien voulu sentir les 10 jours. Les 10 jours où il galère, où il planifie les choses... Et là, 2 jours, on cut 7 et on passe à l'avant-dernier et au dernier jour. Dans ce cas-là, dans ton scénario, ne dis pas que ça se passe sur 10 jours, dis-le que ça se passe sur 3. Comme ça, on amène une urgence en plus. Ouais, complètement. De dire, bon, je dois m'organiser, mais il y a une forme d'urgence parce que ça dure que 3 jours, par exemple. Moi, tu vois, dans mon souvenir, j'avais pas autant la partie les 2 derniers chapitres, en fait. Pour moi, cette partie-là où il a justement le chapitre du meurtrier, il était beaucoup plus long et c'était 80% du film, en fait. Ouais, moi aussi. Et j'ai été étonnée quand j'ai vu que ça se terminait pas, en gros, et qu'il y avait encore beaucoup de choses derrière, de tout ce qu'il y avait et de tout ce que finalement, les dernières parties, c'est ce que j'avais vraiment oublié, quoi. Moi, je l'ai oublié, puis du coup, moi, je reviens à dire, The Chaser, 10 ans après, quand on l'a rematé une deuxième fois, le film, je l'avais du début à la fin. Je me rappelais par cœur, alors qu'on l'avait vu qu'une seule fois. Là, je me rends compte que The Murderer, à part 2-3 scènes que j'ai retenues, qui représentent à peu près un quart d'heure du film, les 2h15 derrière, je m'en souvenais plus du tout. Ouais. Donc ça... quelque part, inconsciemment, ça représente quand même, ça reflète la qualité du film. Donc, peut-être qu'à l'époque, j'avais souvenir où j'avais bien aimé, mais là, je me suis rappelé, donc le film, moi, je l'ai trouvé un peu beaucoup trop long. Toi, tu disais qu'il y aura un petit peu à couper. Moi, je vais être un peu plus sévère en disant qu'il y a une bonne heure à couper. Ouais. Après... peut-être à refaire différemment. C'est pour exagérer la chose. C'est pour exagérer. Une heure en soi, c'est pas possible parce que déjà le film il est tellement déjà accéléré dans son montage que couper 1 heure, ça serait compliqué et puis le récit ne voudra plus rien dire. Non, je pense qu'il y a surtout beaucoup de choses à enlever qui servent pas à l'histoire, mais après il y a, comme on disait, il y a d'autres scènes qui méritent d'être approfondies et donc au final c'est pas 1 heure que t'enlèves, quoi, mais tu peux effectivement enlever. On va dire une bonne demi-heure, 3/4 d'heure de scènes qui apportent rien à l'histoire, en fait. Ça, on est d'accord. Un autre inconvénient que je trouve dans le film, c'est qu'il y a trop de films dans un film. Ouais. Les 2 dernières parties, il y a beaucoup d'autres sujets. Ça va être difficile de rentrer dans le détail parce qu'on va commencer un peu à spoiler. Et nous, on n'aime pas trop spoiler, même si, honnêtement, celui-là... moi, je veux revenir sur ce que je disais dans l'épisode d'avant. Allez voir The Chaser, mais à fond. Est-ce que vous devez regarder The Murderer ? À vous de voir. Ça, c'est à vous de voir. Mais dans ce podcast-là, je dirais pas allez le voir. Je dirais vraiment, vous m'entendrez d'aller voir un autre film de Nam Jong-in quand on parlera de The Strangers. Ouais. Là, je vous dirais foncez là-dessus aussi. Et là, je suis persuadé que je me trompe pas sur The Stranger. Parce que The Stranger, il est tout frais, on l'a vu il y a pas longtemps. Donc celui-là, je suis quasiment sûr. Le film m'a tellement marqué que là encore, c'est comme The Chaser, je me rappelle du film dans son entièreté. Et The Murderer, il est
complètement dispensable. Pour moi, il est complètement dispensable. Si je dois conseiller du Nang Jong-il à tout le monde, j'aurais dit oui, va voir les 3 films. Regarde Chaser, regarde The Murderer, regarde The Stranger. Regarde ça dans l'ordre. Là, aujourd'hui, allez voir The Chaser, allez voir The Stranger. Ouais, ou après, comme on dit, faites-vous votre. Bien sûr, votre après, idée. allez si voir. vous voulez justement pouvoir comparer un peu sa filmographie et voir les changements, mais. Mais si vous le regardez, ne vous laissez pas berner par la scène de fin. Parce que la scène de fin, sur le deuxième coup, quand la scène de fin est arrivée, il m'a tellement pris que je me suis dit, waouh, c'est un bon film. Et là, je me suis mis limite une claque dans la gueule en disant, mais oublie pas tout ce que t'as noté sur ton téléphone. Ouais. Et je pense que la première fois que je me suis fait berner, où le film, j'ai dû le trouver plus ou moins longué pareil, avec ses défauts, mais la fin m'a tellement... j'ai tellement apprécié la fin, en soi, que ça, dans ma tête, ça m'a retourné la tête et ça m'a dit, non, mais il est trop bien, le film, il est trop bien. Bah parce que tu finis sur une bonne note, donc c'est voilà. pour ça, tu gardes ça en mémoire. Et là, non, je me suis pas laissé avoir, et honnêtement... Le film, juste pour la fin, juste pour voir justement le dénouement, en soi, il vaut le coup. Mais par contre, préparez-vous à ce que ce soit un peu long. Il y a pas mal de ventre mou quand même. Ouais, en fait, il y a... moi, je trouve que les scènes d'action, au final, il y en a plus que dans The Chaser. Il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus, et on sent qu'en fait, c'est pas naturel, en fait. Dans le sens... mais c'est pas naturel du tout, parce que moi, je suis désolé, la plupart des scènes de fight, c'est du 10 contre 1. Ah ouais. Et à aucun moment, t'as une tension pour celui qui est tout seul. C'est clair. À aucun moment. Par contre, les 1 contre 1, au final, ils sont plus... Mais c'est ça. Quand tu vois des personnages mourir en 1 contre 1, alors que juste avant, ils ont tapé 15 mecs dans... tout seul. Dans une énorme fight, et là, tu te dis, mais non, ça marche pas, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Et non, les scènes d'action, elles sont complètement absurdes. Mais complètement. T'as aucune tension. Tu parlais des courses-poursuites tout à l'heure. Les courses-poursuites, c'est contrairement à The Chaser, où t'étais halté, où t'étais essoufflé pendant les courses-poursuites, là, à aucun moment, j'y croyais. Là, t'es essoufflé, mais pas de la pression et de la tension que tu as dans le film, mais plus de la cadence qu'il y a, qui est pas, non, mais en fait, moi, agréable à je suis essoufflé parce que je suis en train de faire une crise d'épilepsie à cause du montage psychédélique. Ouais, puis complètement psychédélique, mais non, on a l'impression que j'ai pas du tout aimé le film. C'est pas le cas. Le film, dans l'ensemble, je l'aime bien, on va dire, je l'aime bien. Mais il a beaucoup de défauts. Ouais, et puis il y a la déception de ce que c'est pas ce que t'attendais. Voilà. Quoi. Et si vous aimez les scènes d'action, juste pour voir de l'action, bah allez-y pour le coup, parce que vous débranchez le cerveau, vous matez des scènes d'action où voilà, en plus c'est des scènes d'action où ça y va vraiment au couteau, donc ça chlasse pas mal. D'ailleurs, j'ai pas compris qu'il y a quasiment pas de flingue en fait dedans. Mais le seul flingue qu'il y a, c'est les... Alors voilà. Oui, on va revenir sur le même sujet. Bah, vas-y, je te laisse, parce que moi je l'ai fait dans l'épisode précédent, je pense qu'on pense à la même chose. Ouais, mais vas-y. On pense à la même chose, je suis vas-y. sûre. C'est la police et l'incompétence de la police. Donc effectivement, là, c'est impressionnant à quel point ils sont incompétents, mais que limite, ils sont une menace pour eux-mêmes et pas pour les mecs qui traquent. Mais bien sûr. Genre la scène de poursuite où t'as des flics et une voiture de police qui donc en gros, il y a une dizaine de flics à pied plus une ou deux voitures de police surréaliste. qui avancent. Les mecs en voiture de police, ils écrasent leurs collègues. Mais quoi. oui. T'as envie de dire, mais à quel moment tu fais ça? Je veux dire, à un moment... Et surtout que t'as le plan où t'as le mec il veut s'échapper du bâtiment. C'est pas un spoil, hein, c'est une scène d'action, vraiment. Le héros veut s'échapper d'un bâtiment. Il regarde par la fenêtre, en bas, il y a 4 voitures de policiers, ils sont 12 en bas. Le mec, il dit quoi? Bah, je vais sauter sur la voiture. Et je vais m'en sortir. Et bah, ce connard-là, il s'en sort. Le mec, il saute sur la voiture, il s'explose sur la bagnole, la voiture, elle se plie en deux, littéralement. Et il a encore la force de se relever et d'échapper à 12 policiers. Et 2 voitures de flics. Et 2 voitures de flics. Parce que juste après. Parce que, ok, t'as échappé au machin, bon, tu tombes sur des mecs complètement incompétents, je veux bien. Et là, il commence à taper une fuite tout seul. Derrière, tu vois l'espèce de plan de face où tu vois tous les policiers qui arrivent derrière. On leur a dit une comédie genre, attrapez-le, il faut chlasser rapidement celui-là. Et puis juste derrière, t'as 2 voitures de flics
et le mec, il est à pied. Ouais. Mais c'est Ouais, là, moi, je me suis fait la même réflexion là. c'est absurde. C'était. Ça colle pas au récit. Non, quand même pas. Surtout qu'on reste quand même sur un thriller un peu... un thriller dramatique un peu sombre. Bah, et c'est là où pour moi je trouve que les scènes il y en a trop et elles sont et on sent qu'elles sont pas maîtrisées comme En fait, parce que dans The Chaser au final il y a on va dire réellement les deux personnages principaux qui vont se courser mais il n'y a pas beaucoup de scènes d'action à proprement parler. Et là il y en a trop et on sent que c'est finalement pas du tout sa zone de confort. voilà, mais complètement. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il était sur 2 tournages. Il avait fait un film d'action et il a fait The Murderer. Et l'autre film d'action, je sais pas, ils avaient plus de budget ou j'en sais rien. Ou alors ils ont dit non, on arrête le film, c'est de la merde. Puis j'ai dit bon, bah je vais reprendre les scènes d'action, puis je vais les coller là-dedans. C'est 2 films, mais complètement différents. Ça colle pas du tout. Ouais. Ça ne colle pas du tout. Et malheureusement, oui, comme tu dis, moi je pense que... Alors, quand le film commence, on voit marqué Fox International. Je pense que de la part de la Fox, il a dû avoir un cahier des charges. Ouais. Il a dû se dire, bon, tu fais ton film. C'est lui qui l'a écrit quand même, le film. Ouais. C'est lui qui le réalise, c'est lui qui l'écrit. Mon hypothèse, c'est que il a écrit son film. La Fox, ils ont dit, ouais, c'est bien, mais par contre, t'as un quota d'action à mettre. Et il y a un quota de scène de cul à mettre. Et un quota de scène de cul à mettre. Parce que ça reste un film coréen, et puis c'est un peu brosson, donc nous, on aime bien quand il y a du sang, quand il y a de l'action, et quand il y a du cul. Et ben, on a l'impression qu'il a dit, bon, bah, je vous écoute. Il a fait les scènes, et il les a collées comme ça. Ouais. Genre, il a pris sa souris, il a vu la bande passante sur son ordinateur, il a dit, celle-là, je la mets là, celle-là, je la mets là, et celle-là, je la mets ici. Ouais. Allez, c'est bon, on sort comme ça, je m'en bats les couilles. J'ai l'impression qu'en fait, le réalisateur, il a pas eu la main mise sur son montage. Bah, peut-être qu'il l'a pas fait, parce que ça. Alors, je veux pas m'avancer parce que je suis Moi pas non assez, plus, mais moi, j'ai cette impression-là. calé, mais il a peut-être pas eu son mot à dire, Ouais. il est peut-être pas Ouais. présent et. Et quand tu vois que ce film-là a été sélectionné à Cannes dans un certain regard, qu'il a eu des critiques, de très bonnes critiques, et je crois qu'il a eu un ou 2 petits prix à gauche à droite, Ouais. je sais plus ce qu'il a eu, mais c'est The Chaser qu'il fallait mettre en avant. Bah après, il y a peut-être eu C'est juste la popularité hype. entre Oui. guillemets du gars en disant ah oui il a fait un bon premier film, un très bon premier film, il faut Mais aller voilà. récompenser son travail alors Voilà, que c'était pas donc le bon, quoi. là t'es en train de me tendre un bâton. En gros, ces personnes-là de ce genre de festival à gauche à droite, que ce soit à Cannes ou n'importe quoi, c'est des bons à rien. En fait, ils sont pas capables de piocher le bon film, de repérer un bon film quand il sort. En fait, ils vont juste se baser sur la popularité du dernier film en disant « Ouais, il a fait un film de fou. Le prochain film, on sélectionne. Ça nous fera un bon buzz. » Pour moi, c'est de l'incompétence. Bah, c'est Tu peux pas... c'est de la politique quoi, c'est du dans le c'est sens c'est juste pour faire du buzz et pour faire voilà, parler c'est ça. de... C'est- Non, là, je suis pas d'accord. Même si j'adore Naong Jin, j'ai rien contre The Murderer. Moi, je suis persuadé qu'il a pas eu la main mise sur son montage final et qu'il a eu un cahier des charges à respecter. Parce que même dans les plans, t'as l'impression qu'il y a une différence entre justement les scènes qui sont superflues et les autres. Oui, bah déjà, Déjà, ils l'ont dit, tu mets un filtre bleu déjà. je l'ai noté ça. Ouais. Colorimétrie bleue. Et ton film, il fait froid, tu mets un filtre bleu, et voilà, il faut que ce soit froid ton film, il faut qu'il soit non, ça c'est... Bah, surtout que pour le coup, les acteurs jouent suffisamment bien pour qu'on n'ait pas l'impression qu'on est. Oui, parce qu'après, les acteurs sont bons. Ah ouais, C'est ça, les acteurs sont bons. Après, j'avais beaucoup parlé de la mise en scène de Naong Jin dans Chaser. Là, honnêtement, je vais pas en parler parce qu'elle est inexistante. Pour moi, elle est complètement inexistante. Parce que de ne pas être capable, non, je vais pas dire qu'il n'a pas été capable de poser sa caméra ou de faire des plans travaillés. Je pense qu'il a dû le faire. Je pense qu'au montage, ils ont dit, allez, on fait ça, cut. Ils ont dû couper tous ces plans, tous ces passages les plus intéressants. Et ils ont mis ça bout à bout dans le film, et puis ils ont fait ce que c'est à l'heure actuelle. Et non, moi je suis désolé, c'est chier à la gueule de Naong Jin, quoi. Moi, après, si je me trompe pas dans mon hypothèse, si je me trompe dans mon hypothèse et que Naong Jin, c'est lui qui a fait ça du début à la fin,
Bah mec, je suis désolé. Hein. Je suis désolé, tu peux pas faire The Chaser en le travail que tu as fourni sur The Chaser, tu peux pas le renier et puis faire autre chose sur The Murderer. Tu m'aurais dit que The Murderer, c'est un film qui a été fait avant The Chaser. Là, je dis oui, je comprends. Parce que les erreurs que tu as fait sur The Murderer, tu les répètes pas sur The Chaser. Mais là, c'est pas le cas. The Chaser est sorti avant The Murderer. Bah après, le seul truc que je me dis, si c'est vraiment un choix entre guillemets artistique, c'est de vouloir tenter des choses. C'est-à-dire que si c'est des choses qu'il a pas fait justement sur The Chaser et qu'il a envie d'explorer et qui s'est foiré, pourquoi pas. Après, le problème, c'est effectivement si c'est juste de la commande et du cahier des charges et de dire bah il faut qu'il y ait tant de scènes comme ça et tant de scènes comme ça et pour que ce soit plus rapide parce qu'on n'aime pas les plans fixes et ben on va tout coter, on va tout remonter hyper rapide. Voilà, là moi ça me gêne plus ça que un réalisateur qui va essayer quelque chose et qui va se foirer. Oui. Bah après moi j'ai ma pensée ça, tu vois. Moi j'espère qu'il a eu un cahier des charges, j'espère que c'est pas lui qui a eu le montage. Surtout après derrière il fait The Strangers où il revient à ce qu'il a fait sur The Chaser. Ouais, donc ça montre quand même qu'il y a certainement du vrai quoi. Il y a eu anguille sous roche pour The Murder, il y a dû se passer quelque chose. Je sais pas quoi, je me suis pas assez renseigné ou alors on n'a pas eu toutes les billes pour comment dire, pour imaginer la chose. C'est pas possible de passer de The Chaser à The Murderer et de The Murderer à The Strangers. Il a dû se passer quelque chose. Ouais, je suis d'accord. Parce que entre son premier et son troisième film, c'est une quintessence de narration. C'est ce qu'il y a de mieux dans le cinéma coréen, c'est ce qu'il y a de mieux chez Nam Jong-in. Et tout ce qu'il y avait de mieux sur ce premier et sur ce troisième film, on le retrouve pas dans ce deuxième film. Ouais, où on le retrouve, mais pas à s'exploiter sur la partie, moi je trouve, le chapitre du meurtrier. Donc ce chapitre-là où il y a plus... Et donc, pour juste revenir sur le chapitrage, après, donc le troisième chapitre, c'est... chasse à l'homme. Ouais, une chasse à l'homme. Ouais. Et le dernier chapitre, on va dire que c'est la conclusion, quoi. Et dans ce troisième chapitre-là, c'est pour moi le plus long des quatre. Et si je dis pas ouais, peut-être, mais en ressenti. Bah après, moi, je trouve que c'est là où tu disais où il y avait plusieurs films dans le même film, c'est qu'il y a donc on se doute qu'il y a donc la partie mafia de Yeonji qui va arriver en Corée et donc forcément c'est un meurtre commandité, donc il y a du complot et de la mafia derrière. Et on va dire qu'il y a plusieurs clans qui se mettent sur la gueule et on perd un peu on perd le film. Surtout qu'on perd l'intérêt du film qui est le personnage de Gungnam qui doit retrouver sa femme et qui doit... Moi, à un moment donné, je l'ai oublié ça. Ouais. Et c'est pas normal. Et c'est qu'il y a un moment où je me suis fait la réflexion, c'est que ça fait quand même longtemps qu'on l'a pas vu en fait. Donc en soi, on peut avoir des films où le personnage principal... on s'éloigne du personnage principal pour mieux revenir après. Donc ça c'est possible. Le truc, c'est que là, on sent que c'est voulu pour ramener le côté baston entre clans, entre mafia. Ouais, c'est juste pour justifier des scènes d'action, en fait. Et le truc, c'est que la problématique et la tension qu'il y a dans la chasse à l'homme avec Gungnam, tu la perds complètement, quoi. Ah, c'est clair. C'est clair. Moi, dans cette troisième partie, moi, j'ai perdu complètement le fil. Je savais même plus quel personnage faisait qui, faisait quoi. Toi, t'étais avec qui? Je m'en souviens même plus. Toi, t'es dans quel gang? Pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi, toi, tu viens de bastonner contre lui? Bon, on a la réponse après, à la fin. Mais moi, je trouve que il a pris trop de facilité dans le scénario. Ouais. Et... Ouais, alors, pour le coup, c'est pareil, on arrive sur la fin, donc c'est un peu compliqué, mais... Ouais, on va pas trop en parler, parce que... On va dire, le personnage sur la carte de visite, il sert à que dalle, en fait. Rien du tout. Pour moi, c'est encore mon hypothèse. C'est encore pour refaire un truc où on se pose des questions, quoi. Ça, ou alors, pour moi, c'est juste pour dire, c'est pour ramener encore plus de personnes pour faire des scènes d'action, en fait. Des fights entre gangs, entre camps, qui se fight, qui se saignent dans tous les sens. Mais sur la scène à la banque, il n'y a pas d'action. Non, mais en fait, le personnage de... On va en parler un peu entre nous, mais ils vont peut-être pas comprendre. Mais le personnage, comme tu dis, là, du commanditaire, là,
Justement, pour moi, c'est celui qui amène juste dans le chapitre 2 tout ce qui fait foirer son plan, en fait. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, on va pas trop en parler Ouais. là, mais pour moi, c'est juste pour justifier ça. Et sa justification... voilà, j'ai pas envie de spoiler. Là, si je dis un truc, je vais spoiler. Non, mais, ouais, elle est naze, la justification. complètement naze. C'est... Là, moi, franchement, je me suis fait la réflexion pendant un film, j'ai fait tout ça pour ça, quoi, sérieux. Ouais. Franchement, moi, je veux bien qu'il y ait des quiproquos dans des histoires, qu'il y ait on va dire, des destinées qui se croisent par malchance ou par... Mais là, c'est trop gros. Ouais, et puis C'est beaucoup trop gros. pour le coup, ça aurait pu être intéressant s'il y avait vraiment un côté où il est dépité derrière, où vraiment tu sens qu'en gros, il a ruiné sa vie pour rien. C'est que même pas, en fait. C'est que ça prend 3 secondes et après, on repart sur un autre truc, on repart sur une autre chasse à l'homme, un autre... et donc, on n'a même pas le temps, justement, de apprécier, je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais de vivre avec le personnage, tout son monde qui s'effondre et il comprend, en fait, il réalise exactement ce qui s'est passé pour une raison qui est insignifiante, quoi. C'est et ça. qui a encore un truc d'ego ridicule, quoi. Mais ouais, c'est exactement ça. Là, je suis d'accord. Là, pour le coup, je crois que ça va être le seul moment où on va être d'accord dans cet épisode-là. Mais ouais, non, on voulait décrire chapitre par chapitre, mais arrivé sur la fin, on va commencer un peu à spoiler, donc on va s'arrêter là, on va dire. Ouais. Et de toute façon, on a fait un bon épisode là. On est déjà. Oui, c'est vrai, on a bien parlé. On a bien parlé, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Et je pense que c'était. Il y avait besoin de raconter tout ça aussi. Parce que comment on a vendu The Chaser et comment on a un peu survendu The Murderer en disant qu'on était super content de justement que le dessin ait choisi le deuxième film et de se dire que oui, on avait bien aimé, que c'était pas forcément meilleur que The Chaser. Mais là, avec le deuxième visage, il y avait beaucoup de choses à dire et c'était indispensable de le dire justement pour ceux qui veulent nous écouter et puis dire moi je veux découvrir Nam Jong-in. Allez-y, honnêtement, allez-y. Donnez-nous après un avis sur The Murderer. Peut-être que sur un premier visionnage, vous allez aimer. Ouais, vous aurez peut-être la même hype que nous. Mais moi, je reste persuadé que c'est la fin qui va vous faire retourner la tête. Ouais. En fait, la fin, elle va vous mettre dans un mood qui va vous faire oublier les 2 heures du film. Ouais. Et qui vont dire, ah non, mais le film, il est trop bien. Mais après, posez-vous 2 secondes et revenez sur ce que vous avez vu. Et posez-vous les bonnes questions en vous disant, est-ce que le film vaut vraiment le coup d'être vu dans son entièreté, est-ce qu'il est qualitatif dans son entièreté? Oui, ça, je suis d'accord avec toi, je vois ce que tu dis. Après, il y a peut-être aussi le fait qu'on l'ait regardé à 1 semaine d'intervalle et pas à 2 ans, quoi. Ou donc The Chaser, il est tout frais, on en a parlé, on l'a un peu plus décortiqué. Parce que les défauts sont visibles quand même. Oui, bien sûr, mais... Je pense qu'il y a 10 ans, on n'avait pas les mêmes esprits critiques. Aussi, mais ce que je voulais dire, c'était plus que il y a 10 ans, on était peut-être moins aussi dans la comparaison avec The Chaser parce qu'on l'avait vu il y a 2 ans et même si on avait un très bon souvenir du film, on n'allait pas le regarder de la même manière en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, je vois ce que tu veux dire, mais mis à part si on enlève The Chaser, les défauts qu'on a soulevés dans cet épisode-là, est-ce que tu trouves pas qu'ils sont flagrants? Oui, si. Est-ce qu'il y avait besoin de comparer avec tel ou tel film? Sans comparaison, est-ce que, en tant que tel, les critiques, elles sont justifiées? Oui, complètement. Moi, je pense que oui, tu vois. Donc, dans tous les cas, je pense que c'est notre esprit critique qui a évolué en 10 ans aussi. Heureusement. Oui, bien sûr. On a vu d'autres films. Bien sûr. Et après, peut-être, il y avait aussi le côté où on avait tellement surkiffé The Chaser qu'on s'est dit The Murderer, ouais, non. Ouais. Là, le côté un peu... on a le filtre all good. Ouais, ça, le côté monomaniaque. Oui, non, moi, c'est mon réalisateur préféré. Il fait que des trucs bien. On est tous passés par là. Hein. Ouais. Mais je pense qu'on était peut-être dans cette optique-là. On a dit, ouais, non, The Chaser, c'était tellement masterclass. Murderer, bah oui, c'est sûr que ça va être une masterclass aussi. Et bah, on a peut-être été aveuglé par ça aussi. Ouais, complètement. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Après, il y a peut-être aussi l'esprit critique qui n'est pas la même. Le mood ou le contexte de visionnage, j'en sais rien. Mais là, à l'heure actuelle, le ressenti que j'ai là, je pense que ça sera le même si on regarde une 3e fois. Et honnêtement, une 3e fois, je pense que ça sera un calvaire pour moi.
Ah ouais, Ouais, voilà. ouais. Moi, je sais pas, pour le coup. Je me dis peut-être que je reprendrai plaisir à voir certains passages, mais après, je serai certainement aussi, vu qu'on en a parlé un peu plus en détail, plus critique sur les autres. Mais en fait, moi, ce qui me gêne, en fait, c'est que les super scènes qu'il y a dans le film, elles vont pas jusqu'au bout. Ouais. Et il y a même pas matière à se dire, ah, cette scène-là, je la garde dans son entièreté. Parce qu'elles sont pas finies. Pour le coup, c'est la réflexion que je me suis faite dans le film. Parce qu'à la fin du film, en arrivant sur la fin, je me disais, quelle scène je garde? Et en fait, j'en ai pas, quoi. Parce que la scène de fin, ok, mais elle est très bien, Ouais. mais c'est trop facile de garder la fin. ouais, voilà, C'est c'est trop ça facile. en fait. Et puis parce que justement, dans le reste du film, alors il y a quelques passages que j'ai bien aimés, hein, parce que j'ai quand même un sentiment plutôt positif du film, mais c'est vrai qu'il y a rien qui m'a marqué où je me suis dit, waouh, là c'est vraiment prenant, c'est vraiment là cette scène-là, je vais la garder. Et donc il y a quelques-unes, tu vois, qui sortent un peu du lot, mais pas au point d'être, tu vois, où je Ouais, me je dis, comprends. tiens, celle-là, je la mettrais bien dans le top 1 mon top du film, quoi. Du film, carrément. Ah ouais, Ouais. donc du film, t'en as même pas. Moi, celle que je veux retenir, moi, c'est vraiment les 2 premières journées de planification. Ouais. Où il planifie son meurtre, je les trouve vraiment réussis. Et c'est là qu'en fait, je suis rentré dans le film, en fait. C'est au bout d'une demi-heure, je crois, peut-être. Ouais. J'ai pas regardé le temps. Mais au bout d'une demi-heure, je dis, là, voilà, on rentre dans le vif du sujet. Là, c'est intéressant. Mais comme je disais tout à l'heure, le problème, c'est que ça va pas jusqu'au bout. Et que c'est cuté. On a une ellipse de 7 jours qui nous amène derrière. Puis je me dis, non, il manque 7 jours. T'as commencé à bien détailler les 2 premiers jours. T'arrêtes pas là. Ne coupe pas 7 jours pour dire, bon, bah, finalement, 10 jours, c'est trop long. Trop tard, c'est écrit dans le scénario. Je peux pas raccourcir le temps. Moi, j'ai cette impression-là. Je me suis dit, c'est dommage. Ouais. Mais moi, si je retiens, c'est juste les 2 jours de planification où il doit planifier son meurtre. Là, je me suis dit, ah là, c'est cool. Là, je reconnais un peu Nam Jong-in dans la narration. Où justement, Ouais. et moi, je trouve que justement, il est très fort dans les scènes, on va dire. Je sais pas comment dire. Où t'es étouffé par le. Merde, je trouve pas les mots. L'environnement. Par l'environnement, où ça se passe vraiment dans des lieux assez clos, tout petits. C'est confiné, ouais. Assez complètement, confiné, c'est merci, petit. c'est exactement chercher confiné. Mais je pense qu'avec le Covid, j'ai complètement effacé Tu l'as effacé, celui-là. Ouais, je l'ai effacé. Et dans les espaces confinés, il est tellement fort. Il arrive tellement à amener une tension, des cadrages aussi. Il est capable de cadrer dans des espaces ultra étroits comme ça, qui amène un dynamisme. Là, il est fort. Ouais, je suis entièrement d'accord. Là, il est très fort. Mais après, encore une fois, Ouais. là... Mais tu vois, moi, cette partie-là, je l'ai pas comptée, parce que pour moi, c'est pas une scène, c'est vraiment un chapitre, quoi. je suis d'accord, j'ai un peu triché. Là, j'ai vraiment pris ça, mais la scène, elle va pas jusqu'au bout. Ouais. Il n'y a pas vraiment une scène finie, en fait. Et c'est juste un passage, on va dire. Mais c'est vrai, je suis d'accord que... c'est vrai, Donc c'est ça, en fait, c'est que c'est pas c'est dommage, ça se termine pas. pourri, mais en même temps, mais tu vois, moi, quand je disais que j'avais un sentiment assez positif, c'est-à-dire que après, moi, j'attache aussi énormément d'importance à l'histoire et au speech, au scénario de base, en fait. C'est-à-dire au principe de l'histoire même. Et donc, par défaut, la narration. Ouais, mais tu vois, l'enjeu qui va avoir Gunnam dans l'histoire, moi, ça m'intéresse. C'est le genre d'enjeu que j'aime beaucoup, tu vois. C'est le côté où t'es poussé à l'extrême, en fait, de tes possibilités et où t'es obligé, à un moment ou à un autre, de prendre des décisions qui sont hyper difficiles, qui vont avoir un impact irrémédiable sur ta vie et sur ton entourage, et savoir ce que tu fais. Et ces choix-là et on va dire la détresse dans laquelle il est au départ et ce qu'il fait pour s'en sortir, moi, c'est des situations psychologiques que je trouve super intéressantes dans les romans ou dans le cinéma. Donc en fait, moi, je vais retenir surtout cette partie-là, même s'il y a des défauts dans la mise en scène où je suis d'accord avec ce que tu as soulevé. Et donc, moi, le principe, en fait, après, c'est qu'à la fin du film, moi, je retiens aussi cette partie-là qui va me toucher plus et donc qui va me dire, oui, bah, j'ai un sentiment positif parce que ça traite de sujets et ça m'amène sur des terrains que j'aime bien, quoi, Oui, tu oui. vois. Non, mais je comprends parfaitement ton point de vue. Ouais, non, c'est intéressant ce que tu soulèves.
Mais moi, j'ai beaucoup de mal à faire abstraction des choses, on va dire. Après, je pense que c'est chacun on a notre vision du cinéma. Complètement. On regarde différemment un film. Et moi, à la base, c'est visuellement déjà. Il y a une narration, il y a une photographie. Et moi, tout de suite, ce qui m'a gêné, c'est justement de pas profiter de la photographie. On n'a aucun moment de contemplation dans le film. Je suis d'accord. Surtout que il est capable d'amener une contemplation dans l'horreur, dans la violence, dans la gênance. Il est capable d'amener ça à Naong Jin. Et là, justement, je l'ai ressenti à aucun moment. Ouais. Après, comme on le disait, hein, si c'est un film de commande, tu peux aussi avoir le côté de faut pas que ça aille trop loin dans le sombre, quoi. C'est-à-dire que c'est pas gênant si ça découpe et que ça saigne, mais en même temps, il faut pas que ce soit trop dérangeant psychologiquement, quoi. Ouais, peut-être, je sais pas. Après, si vous avez ces infos-là, n'hésitez pas à nous dire. Moi, je serais contente de savoir exactement comment il a été réalisé et dans quel contexte, quoi. Mais moi, après ce qu'il a fait avec The Stranger, je me dis peut-être qu'il a compris et qu'il a fait un gros doigt d'honneur au film de commande et qu'il s'est dit je retourne dans ce que je sais faire. Ouais, ou que après, si c'est pas un film de commande, on va dire si c'est pas le problème, c'est pas la commande, mais que il a voulu tester, il s'est foiré, bah, il a dit ok, bah, j'ai essayé, j'ai perdu, et maintenant je reviens sur ce que je sais faire et ce qui marche, quoi. Faut peut-être passer par là pour être conscient de son travail et puis de son art. Et moi, je pense que niveau artistique, le mec, il a rien à prouver. Non, complètement. Il a rien à prouver. C'est pour ça que ça fait pas un film pourri qu'il faut fuir, parce qu'il y a quand même des bonnes choses dedans, mais... Oui, puis il y a pire comme film. Mais quand tu passes derrière The Chaser... c'est difficile, quoi. C'est difficile de pas comparer les deux. Ouais. Et là, on était un peu obligé aussi, surtout qu'en plus, dans on pioche deux Naong Jin à la suite. Donc là, on n'avait pas le choix. On était obligé plus ou moins de comparer. Oui, même inconsciemment, même si on n'a pas envie. Même si on n'a pas envie, inconsciemment, on est obligé de comparer parce que on était resté sur une très bonne note au Chaser. Et forcément, quand The Murderer passe derrière, t'as une énorme attente. Ouais. Et puis bah là, l'attente, elle n'a pas été concluante, quoi. Mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même été content de l'avoir revu. Ouais, moi aussi. Ouais. Carrément. Après, je pense qu'on a déjà pas mal parlé. Ouais, carrément. On va pas... Enfin, c'est dommage parce qu'on avait envie de revenir aussi sur le côté, la place de la femme dans le film. À part servir de poupée gonflable, ça ne va à rien d'autre, quoi. On est d'accord. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Donc voilà, les femmes, c'est des sextoys. Et... Ouais, non, franchement, là, les rôles féminins sont inexistants. Complètement inexistants. Ça apporte rien au film. Non. Rien du tout. Et non, puis là, pour le coup, c'est pas du tout intéressant. Moi, ça m'a clairement sorti. Surtout que paradoxalement, toute l'histoire est tournée autour de femmes. Ouais. Tous les éléments déclencheurs, ça vient de femmes. Ouais. Mais comme quoi, là, c'est mal amené, quoi. Ouais. C'est mal mis en scène. Justement, gardez ça en tête. Dites-vous que là, on est sur un film, sur un thriller avec des bonhommes qui se chlassent dans tous les sens avec des couteaux à sushi partout. Mais dites-vous que toutes les situations du film sont amenées à cause ou grâce, on ne sait pas, je ne vais pas vous dire, ça vous allez voir, mais sur une histoire avec une femme. Ouais. Et pas qu'une, plusieurs. Ouais, bien sûr. Et là, on est en train de vous dire que la femme dans le film, la place, elle est complètement inexistante, et à part de servir de sextoy, elles ne servent à rien. Ouais. Ah ouais, non, elles n'ont aucun impact dans l'histoire. Retenez bien ce paradoxe, allez voir le film, et faites-vous ce constat-là. Et, et moi, pour le coup, ça c'est un des éléments qui m'a sorti de l'histoire, quoi. Parce que là, j'ai fait, mais ça y a pas besoin, quoi. Quand tu montes ça, y a... Donc, stop. Ouais, on arrête là. On arrête là, parce que ça fait trop sinon, longtemps sur The Murderer. Et finalement, je suis même un peu dégoûté parce qu'on n'a pas parlé autant sur The Chaser, alors qu'il méritait plus. Ouais, mais le problème, c'est qu'on aurait trop spoilé sinon. Ouais, et c'est vrai. Si on spoil après, les gens, ils ont plus besoin d'aller le voir. Bon, puis c'est vrai qu'après, quand t'as un chef-d'œuvre, quand tu dis qu'il est parfait, allez le voir, ça suffit. Hein. Il n'y a pas besoin de plus. Hein. Donc, voilà, on va arrêter là avec The Murderer. Allez le voir quand même, si vous voulez. Ouais. Et dites-nous ce que vous en avez pensé. Mais un conseil, regardez The Chaser avant. Ouais, je suis d'accord.
Parce que si vous regardez The Murderer et que vous passez complètement à côté, vous n'aurez pas envie de voir The Chaser. Alors que The Chaser, c'est un film qui n'a rien à voir avec celui-ci. Et moi, je vous Sinon, conseille... dites-vous que si vous commencez par The Murderer, dites-vous que vous allez faire crescendo, quoi. Voilà. Ou alors, voilà. Mettez-vous un défaut en disant, non, je veux voir tous les Naonjing, je vais regarder The Murderer, après je vais monter avec The Chaser et The Stranger. Mais faites-le jusqu'au bout, s'il vous plaît, parce que vous arrêtez pas The Murderer. Ça sera vraiment dommage. Parce que ces autres films en valent carrément la peine. Ouais, ça vaut le détour. Donc voilà, fin de The Murderer. On peut dire aussi où c'est qu'on l'a regardé. Comme The Chaser sur toujours Université. en VOD sur Université. Ciné. Universiné. Pour 2,99€, il me semble. Je sais pas, c'est toi qui as payé. Ouais, 2,99€. Donc c'est pas cher payé pour un film de 2h30, on va dire. Même s'il vaut ce qu'il vaut. Donc voilà, disponible. Par contre, c'est pas en HD. Il est pas en HD, donc il est en qualité un peu moindre. Mais ça gêne pas trop, on va dire. Ouais, ça va. La qualité est pas trop dégueu, mais... On va dire que c'est pas ça qui m'a retenu. Ok. Recommandation ? Ouais. Tu commences cette fois ? Bon, allez, je commence. Donc, qu'est-ce que j'ai pas fait en recommandation ? Bah, j'ai pas fait de la musique. Aujourd'hui, je vais recommander un artiste rap français que j'ai découvert il y a quelques semaines, qui s'appelle Zamdan, originaire de Marseille. Alors, j'essaie de retrouver l'album pour vous donner un peu la date de sortie, parce qu'il me semble qu'il est sorti l'année dernière. Voilà, je l'ai. Donc son album s'appelle Couleur de ma peine. J'ai tellement de questions dans ma tête que je vais sûrement tout céder à la haine. Le soir je me sens mal, je ne dors pas, j'analyse. Grandi dans un monde parallèle où tout ce que je vois passer par ma fenêtre en vrai n'est pas si facile à vivre. Laisse-moi oublier, laisse-moi, je suis en vie, contrairement à d'autres, je remercie mon ciel. Peut-être si j'étais mort, ils auraient plus cru en mon potentiel. Ok, au bled notre peine on l'immortalise. Même les cœurs de nos mères sont des zones à risque. Je vis pas dans un film, j'ai pas les dialogues. Jamais je me fie à l'homme. J'ai dit un secret à mon frère et il l'a dit à d'autres. Dans une putain de loque, je rêve d'une vie d'alloc, pas d'une vie d'alloc. Ici tout est noir sauf l'extasie et là. Je rentre capuché, je sais que Dieu me surveille comme un berger qui guide ses brebis. Mes frères et moi on veut changer de vie. Triste à dire c'était notre seule devise. Je veux rentrer au bled, qu'est-ce que je vais faire sur une gondole à Venise. Je sais qu'il m'aime pas vraiment, qu'il s'attache juste à mon projet d'avenir. C'est une drôle de vie, mais y'a personne que ça fait marrer. On est tous exceptionnels mais on a juste du mal à démarrer. Mon Dieu apprends-moi comment faire là. Je vois les drames autour de moi. Je préfère encore finir en enfer que ma famille doute de moi. Ah, hier c'était le rôle de mon père et maintenant c'est mon tour de garde. Hein, quand je me faisais trahir par mes frères, j'étais trop aveugle pour le voir. Tout ce qu'il voulait, c'était changer sa vie. C'était changer sa vie. Mais ici-bas, il voit pas de paradis. Il voit pas de paradis. L'album est sorti le 24 février 2022. Moi, j'ai le découvert qu'il y a quelques semaines. C'est un album qui en vaut vraiment la peine. Hyper intimiste, où on voit un jeune rappeur se livrer sur sa vie, sur son vécu, sur ses origines, l'histoire de sa famille qui est tragique. Et ne serait-ce que d'écouter son histoire, c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup de très bons morceaux. Je crois que j'en ai même aucun que je jetterais dans l'album, tellement je le trouve magnifique. Il y a des morceaux qui m'ont vraiment ému. De toute façon, je pense que ça toucherait n'importe qui est proche de sa famille, qui est proche, qui ont des frères et sœurs, qui ont des enfants, qui ont toujours leurs parents, qui sont attachés à tout ça. Je pense que c'est un album indispensable à écouter. Là, on est loin de ce qu'on peut écouter ces derniers temps, où on est submergé de tous les vendredis. Alors, il y a beaucoup d'artistes qui viennent comme ça, qui font du rap, je sais pas, du rap de niche. Ouais. Et je dirais pas que je vais pas me lancer en disant que c'est pourri, c'est nul. C'est juste que ça me parle pas. Ouais, c'est moi, pas ce qui va te toucher, quoi. Voilà, en rap français, on va dire que je suis assez old school. J'aime bien écouter tout ce que j'ai découvert dans les années 90, début 2000 à la rigueur. Mais je reste beaucoup bloqué là-dessus.
Et c'est vrai que ces derniers temps, j'essaie de me lancer un peu dans ce qui se passe ces dernières années. On va dire que j'ai raté une grosse période, on va dire entre 2010 et 2018. Ouais, j'ai raté 8 ans de rap français, j'ai pas mal de retard à rattraper. Mais là, je vous conseille vraiment Zamdan. C'est très touchant, c'est très émouvant. Je me suis attaché énormément à ce jeune homme-là. Et vraiment, rien qu'en y repensant, je suis encore un peu ému de certains morceaux parce que la vie qu'a ce jeune artiste-là et qui arrive encore à garder la pêche aujourd'hui dans certains morceaux où il arrive en gros, il dit que oui, moi, m'est arrivé ci, m'est arrivé ça, mais la vie est belle. En gros, il le dit pas comme ça dans ses morceaux, mais il le dit avec parce qu'il sait quand même écrire en plus, il a des beaux textes. Et te prendre par la main en te disant mec, regarde ce que moi j'ai vécu, regarde qui j'ai perdu, regarde ce que j'ai fait, et finir par mais la vie est belle, c'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie. Et moi je vous invite vraiment à écouter. Je pense qu'il est assez connu dans le paysage français parce que il revient souvent dans les meilleurs albums de 2022. Mais ceux qui connaissent pas trop ou même ne serait-ce qui sont pas trop friands de rap français, foncez, ça s'écoute tout seul. Il y a des super textes, des super mélodies. Allez-y quoi, foncez, c'est magnifique. Zamdan. Ouais, moi, les morceaux que tu m'as fait écouter, j'ai beaucoup aimé. Et effectivement, c'est très dur et en même temps, il se met jamais dans une position de victime, donc c'est des très beaux textes. Je confirme. Voilà, j'ai pas tout écouté encore, mais ce que tu m'as fait écouter, j'ai beaucoup aimé. Bah tant mieux. Et j'espère que ça va permettre à d'autres personnes de peut-être une découverte ou alors une réécoute. Une réécoute. Ce qui mériterait quand même. Et donc voilà, je te laisse ta recommandation. Yes. Moi, je vais recommander un roman graphique qui s'appelle Unfollow. C'est de Lucas Juliger, je crois que ça se prononce comme ça. C'est assez particulier comme histoire. C'est l'histoire de Earthboy. Donc en fait, c'est un personnage qui va se réincarner. Donc en fait, on sent qu'il y a une espèce de passif historique très très ancien. En gros, d'avant le début des hommes, quoi. On imagine un peu la préhistoire. Et il se réincarne dans un jeune garçon qui est dans un foyer, donc vie très compliquée, enfance très compliquée. Et il va commencer à prendre une posture un peu de leader et au niveau écologique, en fait, il va commencer à entendre en fait et à sentir la nature et le lien qu'il a avec ses vies d'avant. Et donc il va créer des choses autour de ça pour conserver cette connexion avec la nature et avec la puissance de la nature. Et pour ça, et pour, on va dire, diffuser un peu son message et sensibiliser les gens à l'écologie, il va commencer à parler sur les réseaux sociaux, à se créer un personnage et à parler. Et donc sa communauté va grandir et donc ça montre assez, de manière assez subtile, je trouve, la force et la limite des réseaux sociaux, en fait. C'est de montrer que, au départ, c'est très positif et il arrive à créer des choses très belles et à justement créer une communauté où les gens peuvent se retrouver et sortir d'un monde qui les tue à petit feu. Et en même temps, après, on bascule un peu sur une espèce de communautarisme et de secte et de gens qui... en fait, on va dire fidèles, même s'ils se placent pas du tout comme ça, va eux l'élever à un rang un peu de Dieu et après voilà, il y a plein de choses, je veux pas non plus spoiler la fin et tout, donc mais en fait c'est un bouquin qui m'a fait beaucoup réfléchir sur justement comment une situation qui est très positive peut complètement partir dans le sens inverse, et à l'inverse comment une situation où des personnes négatives peuvent devenir complètement positives, en fait. Et je trouve que cette dualité là elle était très bien. Donc pour le coup c'est un vrai roman graphique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune bulle dans les images, c'est vraiment des illustrations et il y a du texte en haut et en haut et en bas de chaque case. Ça se lit très facilement, c'est assez court et je trouve qu'il arrive à dire beaucoup de choses sans
le dire. Je sais pas, c'est un peu bizarre, mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sujets qui sont abordés et sans que ce soit écrit et explicité. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses implicites, il y a plein de choses qui sont un peu sous-jacentes. C'est-à-dire que le narrateur, par exemple, on sait que c'est un proche de Earthboy, mais on sait pas qui c'est exactement. Donc il y a plein de choses en subtilité que ça fait longtemps que je l'avais pas retrouvé. Ok. Et non, franchement, une bonne découverte. Je suis contente d'avoir. Je suis tombée dessus à la bibliothèque, comme d'hab. On mettra le titre dans la description et on mettra le nom de l'éditeur, tout ça pour que vous puissiez le trouver. Et non, très intéressant. Voilà, pour moi, un coup du jour. Fin des recommandations. Et si on piochait notre prochain film? Oui, ça sera The Strangers. On peut pas faire jamais 203 comme on dit. Peut-être. Je pense pas qu'on ait autant de chance que ça, mais. Non, je pense pas non plus. Puis là, si on l'a, je serais hyper ravi. Ouais, moi aussi. Parce que de faire la trilogie en une fois, ça serait magnifique. Et te fais pas trop d'espoir. Ouais, non, on l'aura pas. Sur 90, c'est mort. Oui, parce qu'on vous a pas dit, dès qu'on a fini un film, on le remplace par un autre. Donc en fait, il y en aura toujours 90. Allez, donc vous êtes pas prêts d'arrêter de nous écouter. Hein. C'est ça. Allez, on tourne. On croise les doigts. Allez, 3. On n'a pas encore eu de film japonais. Non, c'est vrai. On a eu deux hongkongais, deux coréens. Ouais. Un petit japonais serait pas mal quand même. Ouais, j'avoue. Allez. 3, 2, 1. Bah voilà, japonais. Sayasamurai. Alors, je te laisse en parler parce que c'est le tien, celui-là. Ouais, non, c'est un film que je n'ai jamais vu. On l'a jamais vu. Je vais essayer de retrouver rapidement le nom du réalisateur. Donc voilà, le réalisateur, c'est Hitoshi Matsumoto. C'est un film sorti en 2010. Le pitch m'avait énormément plu. On va pas le raconter ici parce qu'on va le garder pour le prochain épisode. Et ça a l'air hyper sympa. Donc du coup je suis en passe. Tu donnes le genre du film histoire qu'il puisse se faire une idée de ce que ce sera le prochain, si c'est un film d'horreur, un thriller, une comédie. Là ils mettent comédie dramatique. Ok. Donc voilà, on change de genre. On change de genre complètement. Et non de toute façon suivez-nous sur Instagram, je mettrai des petites photos par-ci par-là pour donner un peu le ton. Ouais. Et on en reparlera. Voilà. Et voilà, abonnez-vous sur la plateforme que vous préférez au podcast, comme ça vous serez avertis dès que l'épisode sort et vous saurez ce que c'est que N'hésitez pas à partager autour de vous aussi. Ouais. Bien sûr. À mettre 5 étoiles sur votre application préférée. Nous, ça nous montre aussi combien de personnes écoutent. On a un peu un suivi, des statistiques très légers, mais on a quelques statistiques qui nous font un peu plaisir. Bah ouais, de voir que ça vous plaît, que vous êtes content de découvrir ou de on a revoir vu sur les 2 premiers épisodes un peu l'audience et on va dire qu'on est agréablement surpris parce que il n'y a pas que nos mamans qui écoutent. Et ça, c'est très appréciable. Donc, continuez à partager, parlez-en autour de vous. Identifiez-nous sur les réseaux si vous partagez. Ouais, comme ça on pourra vous dire merci en direct. Un petit DM pour vous dire un grand merci et on partagera aussi vos recommandations sur nos pages. Et merci encore du soutien et on va continuer de toute façon. Nous on lâchera pas. Ouais, on a pris goût là, c'est bon. On a pris goût et puis là vous écoutez l'épisode 4 mais l'épisode 4, nous on l'enregistrait là, mais il sortira que dans 2 semaines. Ouais. 3 semaines. 2 semaines. Parce que dimanche c'est l'épisode 2, voilà. Dimanche d'après l'épisode 3. Ouais. Parce qu'on a de l'avance. Ouais. On adore, on fait ça, on a de l'avance. Et pour rien vous cacher, là, le film qu'on va te pêcher, on va le regarder demain soir. Et donc demain soir, ça sera enregistré. Donc on aura 3 semaines d'avance. Voilà, je pense qu'on va commencer à en faire beaucoup là. C'est pour vous dire à quel point on a pris goût. Ouais. Je pensais pas, je pensais que ça allait être plus difficile. Ouais, et en fait, non, on est en train de vraiment passer prendre. le track du début. Ouais, là, on est vraiment en train de prendre plaisir, et puis nous, ça nous fait regarder des films, on adore ça, on en parle, on a des retours sympathiques, et voilà, quoi, on est saucés, tout simplement. Ouais, complètement. Donc, merci encore à vous, on vous donne rendez-vous
la semaine prochaine, entre guillemets. Je fais des gros guillemets avec mes doigts, c'est pas très visuel, mais moi je l'ai fait. Et voilà, on est impatient de voir vos avis sur The Murderer et sur les prochains films. Donc, venez nous dire tout ça sur Instagram ou sur où vous voulez, sur vos plateformes préférées. Voilà, donc si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez survécu plus d'une heure d'épisode. On avait dit au départ qu'on allait faire court. Hein, ouais, mais il y a des films, il y aura besoin d'en parler. Comme celui-ci. Donc, au risque de me répéter, merci beaucoup encore. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vous. Pour nous, c'est déjà enregistré. Et voilà. À bientôt tout le monde. Ciao. À bientôt. Merci à vous.